Au début du XXe siècle, alors que la dynastie Qing était en déclin, une construction s'érigeait au croisement des deux anciennes capitales, Luoyang et Kaifang. Le symbole de la civilisation industrielle, la voie ferrée, s'étendant sur la terre de la plaine centrale, constitue le pont du continent euro-asiatique actuel, le chemin de fer Bianluo, autrefois connu sous le nom de Longhai. Ces rails traversent une terre aujourd'hui stérile et pauvre, qui autrefois, irriguée par les eaux du fleuve Jaune, connut une prospérité millénaire. À la montagne Beimang, à Luoyang, le chantier de la voie ferrée reste immobilisé. Ici se trouve le cimetière impérial, où étaient jadis enterrés les membres de la famille impériale. La coutume était de naître à Suzhou et Hangzhou, reposer à Beimang. Les pilleurs de tombes ont saisi l'opportunité du chantier pour faire leurs affaires. Parmi les objets déterrés, une céramique colorée, à ce jour inconnue, fascine les experts. Cette céramique, riche par ses couleurs et majoritairement issue de la dynastie Tang, a été nommée Tang Sansai. Tang Sansai est un pur produit de la dynastie Tang. Perdurant sur des milliers d'années, seul cet empire a connu prospérité et animation en embrassant diversité et pluralité. C'est à cette période d'ouverture que la route de la soie est apparue, accueillant les commerçants venus d'ailleurs avec leurs chevaux et dromadaires. Aujourd'hui, Dunhuang est associée aux grottes bouddhiques Mogao. Toutefois, à la dynastie Tang, elle était connue comme une ville plateforme de la route de la soie. Au bord du fleuve Yueya, à Dunhuang, se trouve un village. Même à l'heure actuelle, les chameaux restent leur patrimoine le plus précieux sur lequel repose l'espoir des villageois. À 4h30 du matin précisément, Nie Chuanbin se rend chaque jour à la cabane pour nourrir ses chameaux et monter leur selle. Ceci marque le début de sa journée chargée. Sous le même soleil levant qu'il y a 1000 ans, les caravanes à dromadaires sillonnent avec leurs touristes sur la route de la soie. Tel un voyage à travers le temps, nous avons le même désert, les mêmes dromadaires,
seuls les voyageurs ont changé. Les gens, au nez pointu, à la barbe épaisse, portant un chapeau de feutre et des bottes aux pieds, traversent la moitié de l'Asie pour arriver à Dunhuang. À l'est de Dunhuang se trouve une capitale attractive où la soie et le vin ne manquent jamais, connue pour sa porcelaine comparable au jade. Quand ils franchissent pour la première fois les murs imposants de Chang'an, la vue présentée à leurs yeux excède souvent leurs attentes et ils en restent sans voix. C'est la première ville au monde à atteindre une population d'1 million. Sa superficie était 7 fois celle de Rome, 2 fois celle de Pékin de la dynastie Ming et Qing, le somptueux palais impérial des Ming, le charmant jardin Fuzhong au printemps, l'impressionnante tour d'Ayen, autant de merveilles qui font de Chang'an une ville extraordinaire. Nous sommes dans la rue Liaodong Sud, à Xi'an. Malgré les nombreuses reconstitutions historiques, peu de personnes ne savent qu'ici se trouvait le marché ouest le plus animé de la dynastie Tang. Durant la dynastie Tang, Chang'an avait un marché à l'est et un autre à l'ouest, à l'image de nos centres commerciaux d'aujourd'hui. Le marché ouest faisait à lui seul 1 km². Il fallait plus d'1 heure pour sillonner toutes les rues qui la composaient, et bien plus si on s'attardait dans les stands. Li Bai, célèbre poète, surnommait ce marché le marché d'or et le décrivait dans ses poèmes comme étant un lieu de détente animée. Dans les ruelles fourmille la foule, dont de nombreux étrangers aux habits singuliers venus réaliser leurs rêves à Chang'an. Ils font désormais partie intégrante de la ville. Les poèmes, les chansons, les danses, les peintures, même la gastronomie de la dynastie Tang intègrent tous un aspect de leur culture. Une question en découle tout naturellement. Pourquoi un produit de haute qualité tel que la céramique Sansai n'a pas été cuite en porcelaine plus jolie et plus résistante? Était-ce par limitation technique ? En réalité, des centaines d'années avant la dynastie Tang, la porcelaine céladon est apparue sur la plaine Ningxia, dans le sud de la Chine. Puis, les techniques de poterie sont arrivées au nord, où le peuple a développé une porcelaine presque blanche. Depuis, la porcelaine céladon au sud et la porcelaine blanche au nord se font compétition. 隋唐的时候，真正的牌瓷啊，才出现。那也就是从牌瓷出现以后，你就发现中国瓷器的这个色彩越来越丰富。 Selon les documents historiques, la porcelaine blanche de la dynastie Tang était devenue courante chez tout foyer. Alors pourquoi les potiers ont-ils abandonné leur technique mature de poterie ?
Les céramiques actuelles sont de styles divers et colorés. Mais au début, leurs couleurs se limitaient qu'à 3 couleurs, rouge, vert et jaune. Le bleu était très rare. Jusqu'à la dynastie Tang, le vernis bleu s'est progressivement popularisé. Mais à ce moment-là, les Chinois ignoraient comment extraire le cobalt bleu. Certains se sont alors demandé si ces céramiques représentant souvent des chameaux et des étrangers, utilisant le cobalt, étaient réellement produites en Chine. À Xi'an existe un quartier appelé Fangchang où habitent beaucoup de Hui. C'est pourquoi cet endroit est célèbre pour sa cuisine musulmane. Dès 10 h du matin, Su Xiaolin prépare la pâte à pain devant sa porte. Le mo, pain cuit à la vapeur, doit être préparé lentement pour dévoiler sa meilleure saveur. Après 2 heures, le pain est fin prêt et n'attend que le bouillon d'agneau pour terminer le plat musulman du pain à la soupe d'agneau. L'odeur dégagée fait saliver les passants. Su, 84 ans, a passé toute sa vie dans cette rue. Il pense que ses ancêtres ont immigré ici sous la dynastie Tang. Cette mosquée, construite sous la dynastie Tang, et le pain à la soupe d'agneau en sont la preuve incontestée. Le mo, pain sec, similaire au nan à l'ouest de la Chine, est facile à transporter. L'agneau est la viande la plus consommée de la route de la soie. Si le pain à la soupe d'agneau n'existait pas, les marchands étrangers n'auraient peut-être jadis jamais atteint Chang'an. Cependant, malgré l'afflux de marchandises étrangères venues par la route de la soie, il reste difficilement démontrable que Sansai soit originaire de l'Asie de l'Ouest. Vu leur fragilité et leur poids, il est peu probable de les transporter sur une longue distance. Par conséquent, cette hypothèse n'est pas fondée. En 1984, des archéologues ont découvert les vestiges du four Yaozhou, daté de la dynastie Tang, dans la ville de Tongchuan, à 80 km de Xi'an. 7 ateliers de Sansai et 3 fours en forme de fer à cheval ont été déterrés avec plus de 4000 outils et débris de Sansai. Par ailleurs, 3 autres sites Sansai ont été découverts dans le Henan et le Hebei, tout près de Luoyang et Xi'an, les 2 villes principales de la dynastie Tang. Dès lors, le débat sur l'origine du Sansai a cessé. Néanmoins, ceci n'exclut pas la possibilité que Sansai résulte d'une fusion des cultures occidentales et orientales. Bien que la porcelaine chinoise soit unique au monde, les techniques de coloration en Asie de l'Ouest sont aussi abouties. Des preuves indiquent que 2 ans après le décès de Li Shemin, empereur Taizong de la dynastie Tang, l'islam est arrivé en Chine. Peut-être que le cobalt a été introduit par un marchand arabe lorsqu'il vendait ses épices dans un pot en céramique bleue sur la route de la soie.
Les découvertes archéologiques démontrent que la couleur bleue est rare sur les céramiques Sansai de Yaozhou, contrairement aux céramiques du site de Gongyi, découvert au Henan. Malgré sa fragilité et son côté peu pratique, la céramique Sansai doit avoir joué un rôle crucial lors de la dynastie Tang. À 70 km de la ville de Xi'an, au pied d'une colline, se situe le tombeau Tian de l'empereur Li Zhi et son épouse Wu Zetian, la seule femme empereur de l'histoire chinoise. Les archéologues, par souci de préservation, ont fouillé uniquement les tombes secondaires où ils ont découvert de nombreuses statuettes funéraires. La dynastie des Qin, 800 ans avant la dynastie des Tang, avait déjà les statues funéraires de guerriers et de chevaux qui sont très réalistes. Ces statues n'ont pas été colorées de glaçure, contrairement à celles des Tang. Les céramiques Sansai, jalons dans l'histoire de la céramique chinoise, sont principalement utilisés comme objets funéraires pour créer un monde coloré, éternel aux défunts. La culture funéraire permet de témoigner de l'histoire d'un millier d'années. Les moments de danse et de chant de l'Empire Tang sont ainsi rendus éternels. Cette éternité se retrouve également dans d'autres objets archéologiques de la dynastie Tang. Le mur du tombeau du prince Zhonghuai représente la scène de Mandara Tang, accueillant des diplomates étrangers. Dans un autre mur, une scène de jeu de polo avec des joueurs vêtus d'habits xianbei. L'ouverture de la dynastie Tang ne se restreint pas uniquement aux cultures venant de la route de la soie. Nara, une des 3 capitales anciennes du Japon. En 1966, sous le temple d'Ahan de Nara, ont été découverts plus de 300 pièces de poterie qui constituent 30 céramiques Sansai. Elles datent de 718 après Jésus-Christ, année de construction du temple d'Ahan par le moine Dao Tse à son retour de Chine, selon les plans du temple Ximing à Chang'an, devenu l'un des plus grands temples de Nara. Les céramiques Sansai ont peut-être été exportées au Japon à ce moment-là. Koko ni wa 887人の僧侶がその当時住んでいたわけですが、いわゆる渡来僧ですね。中国とかあるいはインドとか
ベトナム林遊と言ってた、そういうところから来たお坊さんもここにいたわけですし、ここから唐に留学をした学んだお坊さんも、たくさんいたということになります。その当時の国際大学。Cela explique que les artisans japonais ont par la suite produit leur propre céramique Sansai de Nara. La céramique Sansai a aussi été imitée ailleurs, dont le Sansai du Sia ou le Sansai perse. But it was copied quite well in Iraq. It was easier for the Iraqi potters in the 9th century to copy Sansai because it was a low-fire glaze and it was not so different from the kind of glaze that they were using already in the Middle East. La dynastie Tang, avec son ouverture d'esprit, a donné un nouvel élan à la poterie. Les fascinantes céramiques Sansai ont non seulement contribué à pousser l'art de la poterie à son sommet, mais aussi à témoigner des moments glorieux de cette grande ère. Toutefois, les céramiques Sansai des tombes n'ont nullement volé la vedette à la porcelaine Céladon et la porcelaine blanche qui sont aussi populaires. La famille impériale en possède également une belle collection. En 1957, à Xi'an, dans les vestiges du palais d'Aming, ont été trouvées des pièces de porcelaine blanche, dont une empreinte du caractère Ying, attire l'attention des archéologues. Que veut dire ce caractère? Y a-t-il un lien avec la famille impériale? Selon les registres de l'ancien livre de Tang, pendant le règne de Xuanzong, il y avait un entrepôt royal privé de trésors appelé entrepôt de l'abondance de 100 trésors. Ainsi, il est probable que le caractère abondance est le sigle de cet entrepôt et que cette porcelaine faisait partie de la collection impériale. Qu'en est-il de la porcelaine Céladon? La porcelaine du Sud est la base de la porcelaine blanche du Nord. Est-ce que la porcelaine Céladon a été remplacée par la dernière? Le temple Famen se situe à 100 km de la ville de Xi'an. Pendant la dynastie Tang, il avait été désigné temple impérial où la famille priait ses dieux. Le moine Nanglu y fait ses études depuis plus d'1 an. Pour lui, c'est le lieu le plus proche du Bouddha. Pendant ses jours de repos, Nanglu se rend à la pagode du temple Famen. Construite en 2009, c'est la pagode la plus sacrée du monde de ses 148 mètres. Celle-ci héberge la relique du doigt du Bouddha, légende qui trouve pourtant son origine d'une autre pagode, la grande pagode de la vraie relique. Été 1981. La moitié du mur de la grande pagode de la vraie relique s'est effondrée lors d'un orage. 6 ans après, lors de la reconstruction, un palais souterrain a été découvert
et la relique du doigt de Bouddha a été déterrée. À cela s'ajoute une autre découverte, une pierre répertoriant les trésors cachés dans le palais, dont 7 bols et 6 assiettes de couleur céladon de haute qualité, un bol verni d'argent. Ces quelques mots ne semblaient rien comparés aux bijoux et objets précieux. Mais quand les archéologues découvrirent la porcelaine d'une couleur verte pâle, raffinée telle du jade, ils sont restés sans voix. Ces porcelaines de haute qualité, cachées depuis un millénaire, voient enfin le jour. La découverte de cette porcelaine n'a pas égalé celle de la relique du doigt du Bouddha. Mais cela a créé l'émotion à l'ancien site du Fort-Huet, situé à 1000 km plus loin. Dans les années 40, on affirmait que la porcelaine secrète n'existe plus, elle n'est plus qu'une légende. Aujourd'hui, cette légende est devenue réalité et la porcelaine secrète refait surface. Bien que son lieu exact d'origine fasse toujours polémique, tout le monde s'accorde à dire que la porcelaine secrète est issue de la porcelaine céladon. Dans un poème nommé La porcelaine secrète du Huet, de Lu Guimong, poète de la dynastie Tang, la porcelaine secrète, aussi brillante que la rosée, aussi verte que l'arbre. Certains chercheurs affirment que cette porcelaine est la porcelaine exclusive de la famille impériale. Le mot Yue désignant la région productrice de la porcelaine céladon au nord du Zhejiang. Le lac Shanling de la ville Ceci dans le Zhejiang, c'est un nom hérité de la dynastie Tang. En 1935, Cheng Wanli, le père de la poterie ancienne de la Chine, a fait sa première visite aux vestiges du Fort-Huet. Il a qualifié le paysage du lac Shanling aussi vert que la porcelaine secrète. D'après les songs, la porcelaine de haute qualité du Fort-Huet est exclusive à la famille impériale, d'où son nom, la porcelaine secrète. 那唐朝为什么会制作出很好的白瓷或者是青瓷？这时候呢，他们在窑的这个本身的这个烧造里面，它有了一些改进，也就是为了要让瓷不受窑里面的灰尘的影响，它有做一个匣，就是每一件东西它放在一个匣里面。 La porcelaine céladon du Sud et la porcelaine blanche du Nord se complètent parfaitement sur la scène rêveuse de l'Empire Tang. Bien que les trésors précieux soient exclusifs à la famille impériale, la gloire appartient aux personnes au-delà du mur impérial.